Donc pourquoi une philosophe dans le milieu du design, vous me direz? Eh bien parce que justement, je pense qu'une grande partie de la présentation que va faire Anne-Françoise porte là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'il est intéressant d'avoir cette circulation entre la philosophie, les philosophies, des terrains, des concrets, différents types de concrets, pour en fait alimenter aussi la façon dont on regarde, nous, en tant que chercheurs en design, la façon dont on regarde ce qui nous entoure, ce qui constitue nos recherches empiriques, nos recherches de terrain. Alors, juste pour que, vous l'avez compris, Anne-Françoise est philosophe et épistémologue. Elle dira un tout petit peu plus sur elle-même. Alors, il y a une trilogie que toutes les bonnes bibliothèques ont. Donc, ça, c'est le livre qui m'a sauvé la vie. C'est le premier ouvrage de Anne-Françoise qui a été publié chez Quimet, qui s'appelle L'âge de l'épistémologie. Alors, vous allez vous dire en quoi ça me concerne. Alors, je vais vous dire, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sciences de la conception. Ça inclut l'ingénierie, mais ça s'occupe aussi de décrire comment une certaine forme d'épistémologie qui dit il faut des faits puis une théorie, ça s'applique pas justement aux sciences de la conception. Et donc pour moi qui ai travaillé dans une école d'ingénieur et qui travaillait sur la question du design, ça m'a permis enfin de comprendre quelles étaient les spécificités de cette pratique scientifique. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'est juste massif. Là-dedans, des tonnes de références. Donc ça permet véritablement bien de comprendre en fait sur le plan épistémologique ce que cela veut dire que designer. Donc très 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 utile. Designer au sens vraiment de concevoir, que ce soit en ingénierie, en art, en design, voilà. Donc la base. Suivi de. Je continue la trilogie. Donc voilà, quand Anne-Françoise a décidé de ne pas prendre sa retraite, nous avons organisé avec Paris Chrysos une conférence qui réunissait toutes les personnes qui avaient été, on va dire, influencées ou qui avaient travaillé avec Anne-Françoise et qui, comme moi, avaient trouvé dans Anne-Françoise enfin une solution à tous leurs problèmes. C'est ça aussi. Anne-Françoise, c'est une solution. C'est le couteau suisse, d'ailleurs, on peut le dire. C'est le couteau suisse de la philosophie. Et donc, vous avez là-dedans des gens qui sont des spécialistes de la physique, de physique, des gestionnaires, des chercheurs en linguistique, des chercheurs en gestion, des chercheurs en design, en psychanalyse, en art, et qui reprennent un certain nombre des concepts d'Anne-Françoise pour dire « Ah, mais ça m'a sauvé la vie ». C'est-à-dire, je voulais comprendre Alzheimer, en fait, mais j'étais comme une pomme ou une poule avec une cuillère, et grâce à Anne-Françoise, je comprends Alzheimer. Voilà, je vous la fais courte, mais c'est exactement ça. Donc tout n'est pas compréhensible, soyons très clairs, il y a vraiment des choses sur les mathématiques et la physique, je ne vous garantis pas que moi j'ai tout compris, mais si vous êtes physicien ou mathématicien, ça s'applique aussi à vous. Voilà. Donc, la trilogie continue. C'est mieux que le Seigneur des Anneaux. Donc, ça, c'est un manuel pour les sciences futures, épistémologie générique. C'est un travail, parce que en fait, Anne-Françoise travaille avec beaucoup de personnes très différentes, et elle a travaillé en particulier avec Muriel Mombrini-Doudet, qui à l'époque, quand vous êtes connue, t'a invitée en tant que présidente ou directrice de l'INRAE, donc Institut National de Recherche en Agronomie et Environnement. Et donc, elles se sont dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut transformer les paradigmes, étant donné les problèmes qui se posent à nous et qui n'ont pas, pour le moment, de solution au sein d'une seule et unique discipline. Si on parle d'environnement, typiquement, on ne peut pas dire « Ah, il y a une discipline qui va s'en occuper, ça va être super fastoche ». Eh ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, elles ont fait comme une sorte de manuel, c'est-à-dire que ça vous donne un peu des idées de comment faire, vous, pour mettre en place cette circulation, on va dire, entre les disciplines, pour justement réussir, en tout cas, à réunir des personnes, parce que ça parle aussi du concret, pour le coup, de cette réunion entre des personnes, de cette intimité des disciplines, qui permet justement de rebrasser, on va dire, les sciences pour réussir à trouver peut-être, en tout cas, des solutions ou des nouvelles formes de connaissances à l'interface de plusieurs ou entre plusieurs disciplines. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire l'interdisciplinarité, pour comprendre la place de la conception et donc du design là-dedans. Et puis les 2 derniers textes, là, donc Yvan nous a présenté ça là à l'instant, c'est justement un partenariat qui s'appelle Topographie discrète, scénario pour un texte sans dimension, voilà, qui est un partenariat entre une philosophe et un artiste, et donc qui réfléchissent justement à la façon dont la philosophie et l'art se croisent, dansent ensemble pour justement créer des nouvelles perspectives, des nouvelles ouvertures. Et puis finalement, le dernier, script philosophique, que je connais moins bien. Voilà. Les relations aux sciences contemporaines et aussi entre les philosophies et entre les sciences contemporaines. Voilà. Donc voilà, alors elle publie énormément, hein, on a compris, voilà. Mais du coup, on a la chance de t'avoir ce soir avec nous, Françoise. Merci beaucoup pour nous parler, pour aller dans le sens du coup de ce séminaire. Parce qu'on s'est dit, médium, matérialité, voilà. J'en parle avec Anne-Françoise et elle me dit, mais en fait, c'est quoi le concret en philosophie? Voilà, et donc, merci beaucoup de partager tes réflexions avec nous. Merci beaucoup à toi Annie, à toi Pierre et à tous ceux qui sont ici et qui participeront à la discussion. Alors, comment est-ce qu'on fait pour... voilà, d'accord. Sauf que voilà. Voilà. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le concret? C'est un mot latin, cum et cresco, c'est-à-dire je crois, comme croître, ce qui croît par amalgame, comme le béton. En anglais, concrète veut dire le béton. Voilà, c'est la première. Alors, comprendre le concret en philosophie. Pour cela, il faut l'idée de la structure d'une philosophie. Je dirais d'abord qu'elle n'est pas une simple généralisation. Par exemple, beaucoup de scientifiques traitent de philosophie des généralisations. C'est le cas par exemple de Poincaré, qui lorsque on généralise une loi au point d'abandonner les mathématiques et de voir leur effet, leur interprétation dans le monde quotidien, ou dans l'art, etc., dit que là, on est dans la philosophie. Et il s'en méfie évidemment beaucoup. Donc il voit la philosophie comme une sorte de généralisation. Alors je dirais qu'il y a de la généralisation dans la philosophie, mais la philosophie n'est pas que de la généralisation, loin de là. D'autre part, elle n'est pas seulement une abstraction. Alors qu'est-ce que c'est qu'une abstraction? L'abstraction, c'est une relation entre une classe et une notion. J'ai là une définition faite par Russell, dans la correspondance avec Couturac, j'ai édité. Quand on a une relation S symétrique et transitive, la classe des objets qui ont avec A la relation S, donc symétrique et transitive, remplace dans le calcul la propriété commune, qui pourrait être le concept philosophique justement, la propriété commune à tous ces objets que suppose le sens commun. Je ne nie pas qu'il y ait souvent une telle propriété, ça c'est Russell. Néanmoins, abstraction et généralisation se retrouvent dans toute philosophie selon des proportions diverses. Alors, structure de la philosophie. D'une part, il y a du concept, de l'a priori. A priori, ça veut dire ce qui précède l'expérience. Et l'a priori, le concept, permet de monter en universalité. Mais il y a aussi de l'empirique. Empirique, c'est un concept de la philosophie. L'empirique, c'est ce que fait manifester le concept dans le réel. C'est-à-dire que chaque philosophie a un empirique un peu différent. C'est comme une sorte de sémantique, l'empirique, mais dont on suppose qu'elle est réalisée, une sorte de sémantique, il y a toujours une sorte de mystère dans l'empirique. Et puis, il y a le lien entre les deux. Ça ne suffit pas d'avoir de l'a priori et de l'empirique. Il y a un lien entre les deux qui n'est ni conceptuel ni empirique. Ça, à peu près à partir de Kant. Avant, c'est ce qu'on appelle le transcendantal. Au Moyen-Âge, transcendantal signifiait,
on caractérisait comme transcendantales toutes les notions extrêmement générales qui pouvaient s'appliquer à tout, comme le bien, le beau, le vrai, etc. Voilà. Mais là, depuis Kant, disons que le transcendantal, c'est à peu près ce lien presque insaisissable, il n'est ni concept ni empirique, qui permet leur Dieu. Donc, c'est une structure qu'on peut appeler, si l'on suit la non-philosophie, c'est une structure 2-3. C'est pas seulement, c'est plus de 2, mais pas tout à fait 3. Oui, plus de 2, mais pas tout à fait 3. Alors, quel est le concret modulo cette structure? Par exemple, une fusion entre concept et empirique, tout en faisant croître la philosophie que l'on pratique. Alors, par exemple, vous avez chez Descartes la fusion de la pensée et du corps, dans la 6e méditation. Descartes est le maître de l'union du corps et de l'âme. D'ailleurs, son but, ça n'était pas la philosophie, c'était la médecine. Et donc, ce lien était très fort. Il est souvent oublié en France. J'ai plusieurs fois entendu dire qu'il avait séparé l'âme et le corps. Mais c'est absurde. C'est tout à fait absurde. Bon. Par exemple, lorsque Descartes perd sa fille de 4 ans, qu'il a appelée Francine, il a été extrêmement chagriné et pour se consoler, il a construit un robot du même nom. Il y a un lien entre l'âme et la mécanique. Chez Leibniz, c'est le concept d'infini qu'il a cherché longtemps, qui lui a permis la fusion du concept et des petites perceptions. Par exemple, le concept de vague, les vagues de la mer, pas le vague des notions, le vague de la... et les multiples bruits de la vague. Non, les multiples bruits. Entre le concept et ce... Alors, ouais. Mais ce type de fusion fonctionne lorsqu'on est à l'intérieur d'une philosophie en isolation. Alors, moi je suppose une multiplicité de droits des philosophies. Pas de fait, je dis pas simplement il y a de nombreuses philosophies. C'est une question de droit. C'est une question de droit, je suppose quand j'écris qu'il y a de nombreuses philosophies et des philosophies qui n'acceptent pas les hypothèses que j'utilise. Alors, avant Kant, une philosophie peut penser être en progrès sur les autres. Par exemple, Descartes pour l'invention, Leibniz pour l'harmonie. Kant détruit cela. La métaphysique, dit-il, dans un petit texte sur la métaphysique depuis Leibniz, etc. La métaphysique est une mer sans rivage, sans point de mire. Et dans la critique de la raison pure, Kant demande pardon aux auteurs. Non. Il dit aussi de la métaphysique, pour reprendre l'idée de la vague de Leibniz, excusez-moi, que la métaphysique est comme lorsque vous êtes au bord de la mer, que vous ramassez la mousse qu'il y a sur la mer, vous la prenez et elle disparaît. Voilà. Alors, on va en tirer les conséquences. Il y a une multiplicité de philosophies qui toutes valent à leur façon. Peut-être que certaines sont plus adaptées ou plus pertinentes dans certaines situations que dans d'autres, mais on peut supposer que toutes les philosophies valent. D'une certaine façon, j'aime toutes les philosophies. Et traitons cette multiplicité comme un trait essentiel à la création philosophique contemporaine. Oui, je pense que ça, c'est un point hyper important pour ceux qui nous écoutent. Moi, ce que j'ai découvert avec toi, c'est que, on va dire que il y a une différence, on va dire, entre faire une histoire des philosophies et puis créer soi-même des nouvelles visées, des nouvelles visions, des nouvelles coupes et, dans le langage. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a beaucoup intéressés et rapprochés avec Anne-Françoise, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'analyse de texte des autres. C'est-à-dire qu'on était à l'idée de comment est-ce qu'on crée un vocabulaire commun, collectif, entre disciplines, dont la philosophie. Et ça, je pense que c'est très important de se rendre compte que ça, c'est le travail que tu fais de création, entre guillemets, de création de philosophie. Alors, qu'est-ce que la multiplicité change ? Elle change plusieurs choses.
D'abord, l'universel n'a plus la même signification. Comme les concepts sont différents, il est d'une certaine façon, ça c'est un terme de François Laruelle, il est, comme les TGV, surbaissé. Il devient le générique. Le générique est une sorte d'universel, un substitut d'universel, c'est-à-dire le processus qui crée un espace pour les concepts philosophiques, quelle que soit leur origine doctrinale. Cela change l'écriture philosophique. Lorsque j'écris, je prends au sérieux, je prends en considération le fait que d'autres écrivent avec des hypothèses qui peuvent être contradictoires ou non pertinentes pour mon système entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que ce n'est plus des systèmes au sens classique, mais néanmoins il reste toujours quelque chose de systématique dans la philosophie. Et cela change aussi les fonctions de la philosophie. Elle ne donne plus tellement les conditions d'une description du monde, mais elle crée de nouveaux espaces pour la pensée. Et dans les collaborations interdisciplinaires, la création de cet espace est fondamentale. Si on essaye de collaborer en se disant A, B, A, B, A, B, A, B, ça ne donne rien. Voilà. Et puis alors d'autre part, ça veut dire qu'aucune philosophie n'est suffisante. Ça veut dire qu'on peut en prendre des morceaux d'une autre, mais surtout elle ne survole plus en pensant pouvoir gérer la totalité des problèmes. Elle n'a pas de prééminence. Alors, le rapport à l'empirique. Certaines philosophies, comme je viens de le dire, peuvent être plus pertinentes que d'autres dans certaines situations. Et pour les situations, il peut y avoir des mixtes de philosophie. C'est-à-dire qu'on prend certains concepts qu'on marie avec d'autres, hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on travaille non pas dans une philosophie, mais avec les philosophies. On peut reprendre la formule d'Attuel, C cross K, concept cross knowledge, où C est un concept d'une philosophie, et K, on peut prendre des connaissances philosophiques indépendantes de celles du concept de départ, et créer comme ça de nouvelles perspectives en philosophie. On peut créer des fragments de philosophie différentes qui peuvent se superposer. Pour toucher l'empirique, il faut des superpositions de philosophie. Aucune philosophie isolément touche véritablement l'empirique. Alors, est-ce que c'est un relativisme? Non. Parce qu'avec cette pensée, les rapports de la philosophie et du réel changent radicalement. La philosophie ne co-construit pas le réel. C'est-à-dire que dans les philosophies classiques, même contemporaines, par exemple Deleuze, enfin, c'est plus tout à fait mais c'est un philosophe pour lequel j'ai une immense estime, il y a une relation constante entre réel et la création philosophique. Le réel se trouve au bout de la ligne ou de l'attribut chez Deleuze. Mais le problème, c'est que ça rend extrêmement difficile la compréhension entre les philosophes. Parce que chacun croit avoir son réel. Je me souviens avoir fait connaître réciproquement, personnellement, Derrida et Michel Henry. Ils n'ont rien pu se dire. Ils se sont dit bonjour, mais ils ne pouvaient rien se dire. Voilà. Alors, hypothèses, je pose des hypothèses. Évidemment, la plupart des philosophes préfèrent les principes, mais puisqu'il y a une multiplicité, moi je transforme en hypothèse. Je dis, il y a du réel, il y a de la philosophie. Mais les relations de continuité entre eux sont rompues, le réel est indifférent à la philosophie. Cela crée un espace pour la philosophie, et je dirais que c'est cela, la philosophie non standard. Elle crée des espaces pour les philosophies, qu'elles soient passées ou futures, voilà. Alors il y a de nouvelles limites qui créent de nouveaux espaces pour ce concret. Par exemple, je cherche dans Bertrand Russell, que j'ai pratiqué pendant 20 ans, mais que je ne connais peut-être pas bien. Mais, alors, chez Russell, les fêtes, c'est très important, surtout les fêtes ordinaires, pas les fêtes exceptionnelles, mais les fêtes ordinaires, c'est très important, et les rencontres. Et ça a rendu chez lui possible une autobiographie, ce qui n'est pas fréquent chez les philosophes. Ça existe, mais ce n'est pas fréquent. Par exemple, je vais vous donner, dans sa pensée,
souvent, il y a un fait ordinaire qui change les perspectives tout d'un coup. Par exemple, tout le monde, au début du XXe siècle, en Angleterre, était hégélien. Oxford et Cambridge, tout le monde était hégélien. Donc Russell était hégélien. Mais un jour, il raconte qu'il a été s'acheter un paquet de tabac, comme il faisait très souvent, et puis il voit ce paquet de tabac, et il dit non, c'est pas une apparence. Et il quitte Hegel. Il l'a gardé d'une certaine façon, inconsciemment, en faisant passer la contradiction de la philosophie aux mathématiques. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Mais enfin, là, il y a quelque chose qui... Bon, il y a une limite, à mon avis, il y a une limite. Chez Katerina Kolosova, qui est alors c'est une philosophe actuelle, hein, qui est à Skopje, qui a monté un institut de sciences humaines et philosophie, qui fait souvent de très intéressantes écoles d'été à Ohrid. Alors nos notions de animal, homme, femme, sont des abstractions dans la philosophie. Donc il faudrait les traiter de façon concrète. Donc trouver une limite à la philosophie. Voilà. Ça, c'est discuté dans son dernier livre qui s'appelle Holocaust of Animals. Et puis François Laruelle lui répond, lui dit pour cela, n'utilisons pas seulement la philosophie, mais la philosophie combinée à une autre science. Sous cette autre science. Sous cette autre science, ça veut dire simplement qu'il n'y ait pas de réversibilité. Voilà. C'est tout ce que ça signifie. Voilà. Alors, on articule la philosophie à une autre science. Lui a choisi la quantique parce que c'était la plus éloignée de la philosophie. Les mathématiques sont la sœur jumelle de la philosophie, donc il a cherché quelque chose de différent et de relativement contemporain, et dont la quantique, elle est entièrement mathématisée. Donc les physiciens ont été obligés d'inventer du langage pour parler de la quantique. Et donc ils ont pris la responsabilité de définir leur concept même en langue naturelle. Et donc ça donne des outils aux philosophes, aux sociologues, etc. Il y a plusieurs sociologues, etc., qui utilisent la quantique actuellement. Eh bien, cet effort des physiciens a été pour ça très important. Si vous suivez un cours de mécanique quantique, je l'ai fait, il n'y a que du mathématique. Et le seul mot qu'on entende, c'est « tout se passe comme si ». Et puis l'équation suivante vient. Voilà ce que c'est que la quantique. Alors, il nous faut aussi voir l'efficace de la négation. Sur l'empirique. Alors, sur l'empirique, elle fait voir le concret. Si quelqu'un me dit « je vais mal », ben, je pourrais lui dire « qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Ben, ça peut être le genou, ça peut être la grippe, ça peut être la dépression, ça peut être etc. Hein? La négation sur l'empirique, elle semble manifester le concret. Par contre, sur les concepts et l'a priori, la négation ne renvoie pas à du concret et du connu, mais à de l'inconnu. Si l'on dit « il n'y a pas de concept », ben, il va falloir chercher autre chose qui n'est pas déterminée au départ. Et là, évidemment, la méthode d'Atchuel est très intéressante. Ça va. Alors, que faire ? Chercher pour la philosophie un terrain qu'elle ne connaît pas. Avec ses entames, le fait, etc., la quantique, les animaux, etc., la philosophie rencontre le réel autrement. Les couleurs, les sons peuvent être réintroduits dans la philosophie. Alors là, je reprends, c'est évidemment une allusion à Kant que les non-philosophes ne voient pas. Il y a un fameux traité de Kant qui a précédé les critiques, qui s'appelait « Essai pour introduire en philosophie les quantités négatives ». Et ça a été fondamental. Ça a été tout, 1763. Et là, si vous voulez, essai pour introduire en philosophie les couleurs, les sons, etc. Elle peut alors construire des lieux, c'est ce qu'on a fait avec Yvan, pour ses rapports aux autres disciplines, lieux discrets, lieux ouverts, où les fragments de discipline jouent comme des variables et non pas comme des différences en tension.
Hein, le terme de différence, il est fantastique à certains égards, mais il est aussi terrible parce qu'il met des tensions. Par exemple, sur les questions sexuelles entre hommes et femmes. Si on voit les différents sexes comme des différences, ben c'est la guerre constante. Mais si vous le voyez comme des variables, ça devient beaucoup plus intéressant. On a fait un texte là-dessus, François Laruelle et moi, qui s'appelle Sexed Identity. Voilà. Alors, on peut imaginer là un philosophe expérimental. La philosophie devient pour lui un matériau. Hein, c'est noble un matériau. Hein, l'artiste pourra le dire que c'est noble un matériau, dans lequel il peut choisir et combiner librement les concepts en fonction des lieux créés dans les rapports à des pratiques et des disciplines autres. Que serait alors le terrain pour la philosophie? Celui rude et robuste, où elle trouverait ses limites de toute puissance par un concret, ou un jet, selon Laruelle. On laisse tomber le pro, n'est-ce pas? Il reste juste le jet, résistant à toute abstraction. Le concret n'était pas dans la philosophie, et la philosophie ne s'en apercevait pas. C'est sa limite et sa force. Rappel, et suite. J'avais déjà fait un exposé au Co-Design Lab sur le thème, grâce à Annie, dont le titre était « Y a-t-il un terrain pour la philosophie ?» allant de la philosophie à un terrain selon un design. Je vais maintenant d'un terrain supposé à la philosophie, c'est une inversion, qui conduit à un inconnu pour la philosophie. Alors, l'inconnu est le terrain. Je commence par une phrase d'un poème de François Laruelle. « L'univers était dans le monde, et le monde ne le voyait pas. » C'est dans un poème qui s'appelle « Du noir univers dans les fondations humaines de la couleur ». Vous le trouvez dans toutes sortes de langues sur Internet. Il est même en farsi. Transposition pour la philosophie. Pouvons-nous ouvrir dans le monde de la philosophie quelque chose qu'elle ne reconnaît pas? Hypothèse, le terrain est dans la philosophie, mais la philosophie ne s'en aperçoit pas. Il y a un mode d'extériorité à la philosophie qui est dans la philosophie sans qu'elle s'en aperçoive, et dont malgré tout elle ne saurait se passer, et sans lequel elle ne serait pas philosophie. Alors, individuer indirectement la philosophie, c'est comme dans la théologie négative. La philosophie étant très difficile à déterminer, il y a eu beaucoup de travaux du type comment la distinguer de la psychologie, de la sociologie, des sciences exactes. Ça va avec l'idée que toutes ces disciplines sont sorties de la philosophie. Bon, je sais pas quelle est la pertinence de cette interprétation d'ailleurs, j'en sais rien. Alors, que fait le terrain à la philosophie? D'une certaine façon, il la décompose. Il met en évidence à certains moments son empirique, parfois des concepts, parfois de... Donc ça la décompose, il ne la laisse pas telle qu'elle. Et en même temps, il lui permet de nouvelles combinaisons. Alors, hypothèse d'une expérimentation pour introduire le concret. Alors, ce sont des hypothèses pour une expérimentation. On prépare l'expérimentation. Alors, ça suppose un certain nombre de choses. Je vais traiter la philosophie comme un objet d'expérience, et en particulier comme un objet intégratif, j'appelle objet intégratif, un objet pour lequel nous ne pouvons pas faire de synthèse. C'est le cas de beaucoup d'objets des sciences contemporaines. Beaucoup. Je parlais tout à l'heure d'Alzheimer, c'est typiquement... Ou l'obésité, par exemple, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a maintenant beaucoup de questions où nous devons travailler, pas seulement avec l'incertitude, pas seulement avec l'inconnu, mais il faut introduire en science et en philosophie la notion de non-synthèse. Voilà. Il faut transformer les principes en hypothèses, philosopher par hypothèse. J'avais fait un texte aussi qui s'appelait comme ça. Que le philosophe devienne un expérimentateur et qu'il essaye de voir si on peut mettre des limites à la philosophie. Il faut un lieu générique pour les philosophies où déposer leur commun égale X, de nouvelles combinatoires possibles. Le commun est égal X parce que si vous mettez du commun tout seul, vous savez, ça peut être le commun des nazis, le commun des suprématistes blancs, etc. Il faut un inconnu dans le commun, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut un monde et la simulation des mondes. Les philosophies habitent le monde
tout en simulant d'autres. Ça, je pense qu'on peut le dire toujours. Parce que comme il n'y a pas, entre le concept et l'empirique, comme il n'y a pas une relation directe, mais qu'elle est souvent oblique par le transcendantal, du coup ça amène d'autres mondes. Et donc on peut en conclure comme James Bond, le monde ne suffit pas. Ça j'adore. Ah, là, là. Ah ben il fallait ça. Juste je vais revenir sur peut-être il y a des questions d'ailleurs à ce stade, si vous avez des questions, il faut peut-être nous dire. Ou pas. Je voudrais juste préciser quelque chose qui me semble très important. C'est que là, au lieu de traiter la philosophie comme, on va dire, un texte fermé, fini, l'idée c'est de considérer plutôt la façon de philosopher, c'est-à-dire véritablement de réintroduire, je trouve, une dynamique dans la pensée. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans une réouverture des textes possibles. Et ça, je pense que c'est important de comprendre que du coup dans la démarche, quand tu dis forcément la philosophie va se prendre comme un objet d'expérience, c'est-à-dire qu'effectivement du coup le texte finalisé, il n'est pas là pour dire une fois pour toutes voilà comment est-ce qu'il faut qu'on pense, ou voilà comment il faut qu'on comprenne le monde, ou ce qu'on est en train de raconter. C'est de dire mais voilà, c'est un texte, il réouvre vers des interprétations, il réouvre vers peut-être d'autres concepts, il faut le confronter à d'autres textes, et je trouve que c'est vraiment toute cette dynamique qui permet de dire attention là, comme tu disais, quand tu parles de synthèse, c'est bien parce que justement les philosophies, elles veulent, comme un peu tous les systèmes scientifiques, de dire voilà, là on a fait la synthèse sur la question. Absolument. Donc on est indépassable. Et alors, évidemment, il y a des philosophes dont le travail consiste uniquement à prendre une philosophie, pensant qu'on suppose que la synthèse est parfaite, et on trouvera quelque part, évidemment, comme il y a concept et empirique, une contradiction qu'on va traiter, on va proposer un concept pour traiter cette contradiction. Bon, voilà. C'est un travail qui éclaire un peu les systèmes, mais qui ne permet pas véritablement l'invention. Et encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se représenter pourquoi on considère que ce soit... il y a un petit problème de... Vous nous entendez ? Non, attends, il y a un problème de... Voilà. C'est juste revenir sur la présentation. Oui, je pense que, encore une fois, je voudrais juste m'arrêter ici, parce qu'on pourrait se dire encore une fois, oui, bon, bah voilà, ça c'est des créateurs, enfin c'est un peu de la même façon que pour le théâtre, dire est-ce qu'on est metteur en scène ou est-ce qu'on est créateur de théâtre, hein, il y a une différence. Voilà. Ou est-ce qu'on est prof voilà, et qui lisons une pièce de théâtre. C'est des postures très différentes par rapport à la nature du texte. Et pourquoi est-ce que nous, on considère justement... aussi bien si vous voyez école de design, mais j'ai envie de dire dans le monde qui est concerné par les transformations majeures que notre monde est en train d'aborder, avec réchauffement climatique, avec des conditions de vie absolument complètement inédites. Donc du coup la question c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on reprend notre matériau de pensée, de nos textes, pour justement... commencer à aborder ce Peirce, qui est un sémioticien, parle de outward clash of the reality. Voilà. C'est le clash, c'est-à-dire quand vous prenez la table ou dans le genou, ça fait mal, et ça c'est le outward clash of reality. Donc en fait, en parlant de concret en sémiotique, c'est peut-être un peu plus facile, on va dire. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve très important là-dedans, c'est de dire, voilà, on a aujourd'hui des problèmes qu'on ne peut pas synthétiser en se contentant de dire voilà, ça y est, on a compris tout, on peut tout mettre dans un ensemble d'explications. Je pense que c'est très important, au contraire, qu'on soit capable de réouvrir les explications, les concepts, les terrains, les apports, les disciplines, et que c'est ça en fait qu'autorise, on va dire, à la fois l'épistémologie générique, vraiment, qui va permettre de recréer derrière des connaissances, du sens, grâce à ce type de philosophie. On n'est pas dans de l'interprétation d'un texte toujours le même,
qu'on va interpréter 50 milliards de fois. On se dit, il y a des textes qui existent déjà, mais il y a aussi des problèmes qui n'existaient pas au moment où ils ont été écrits. Absolument. Et donc, ça vaut peut-être le coup de repenser la façon dont peut-être on réinterprète les textes qu'on a déjà et où on en crée des nouveaux et on fait des croisements entre ceux qui existent déjà. Donc, je pense que c'est toute cette dynamique à laquelle Anne-Françoise nous invite. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant pour nous, où qu'on soit, de se dire, en fait, quels sont nos matériaux. Voilà, ça peut être beaucoup de l'empirique, ça peut être beaucoup de la matière, ça peut être beaucoup, mais on voit bien que cette dimension de la conception et de faire interagir des disciplines entre elles, c'est super, super important, encore une fois, parce qu'on n'a pas une discipline qui va nous régler tous nos problèmes là, maintenant. Je vois qu'il y a des questions qui se lèvent, des mains qui se lèvent. Alors moi, j'ai une question qui bout dans ma tête, mais je vais quand même laisser Jean-Louis. Vas-y, Jean-Louis. Merci. En fait, c'était une demande de précision. Anne-Françoise, quand vous dites que la philosophie, le philosophe comme expérimentateur, les limites de la philosophie, ça me fait penser, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre, ça me fait penser au concept de rationalité limitée de Simon, quand il dit qu'en fait, dans les sciences, une des limites, c'est que l'homme n'est ni omniscient ni omnipotent. Notamment quand il parle des sciences de l'artificiel. Est-ce que ça a à voir avec à la fois cette limite qui est une potentialité pour créer, ou est-ce que c'est d'une autre nature ? Ça, il y a un rapport d'une certaine façon. Mais que l'homme ne soit pas omnipotent et omnipuissant, c'est quelque chose qui est déjà admis dans la philosophie classique. On a en soi l'idée de Dieu, donc on voit qu'il peut y avoir quelque chose de plus grand, mais ça n'est qu'une idée qu'on a en nous. Mais comment dire, là, on verra que ces limites deviennent très efficaces ici. Très efficace dans la transformation même de la philosophie. Merci beaucoup. T'es sorti, ta vidéo marche plus. T'es même dehors en fait. J'ai l'impression que t'as quitté la... Alors on a un petit souci technique, mais on va le réparer. En attendant, j'ai une autre question en fait. Oui. Alors, je vais essayer. D'accord. En fait, dans ce que tu disais juste à l'instant, pour moi, il y a une grande résonance avec la pratique du design, en fait. Dans le sens où, et alors c'est quelque chose que moi j'ai toujours adoré discuter avec les étudiants, mais qui est très très long et parfois très très dur pour beaucoup d'étudiants, c'est ce que j'appelle l'insatisfaction du designer. C'est-à-dire qu'un designer est à peu près jamais satisfait parce que même qu'on doit rendre un projet, on n'a jamais fini le projet. Donc il y a cette dynamique permanente. Et puis on est toujours un peu dans cette idée, il y a de l'incertitude et on n'a jamais cerclé, fini avec cette incertitude. Il y a une complexité parce que il y a le concret qui cogne à la porte, enfin qui cogne, même si il n'y a pas de porte. Et puis il y a cette idée, donc, mais dans la pratique aussi, qu'on voit de non-synthèse. Et alors, de suite, dans tous les échanges que j'ai eus avec les étudiants, de suite, il y a un vertige, un véritable vertige et une angoisse profonde qu'il a fallu beaucoup aider, qui est qu'en fait, on a l'impression que tout fuit derrière. Je m'explique. En fait, à partir du moment où on pose l'idée que un concept a été discuté pendant un colloque, qu'il y a une discussion très intéressante, mais que la seconde d'après, on se dit en fait c'est du sable. Enfin, on peut pas se reposer parce qu'il n'y a rien de certain et qu'il y a rien. On est toujours dans une tempête, on est toujours dans un sable mouvant. Alors, en fait, moi, arrivant dans l'enseignement, c'est une situation qui m'est relativement confortable parce que finalement, il y a toujours à découvrir, il y a toujours à faire avancer des choses. Mais je peux comprendre, alors je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans la pratique de la philosophie, dans la pratique du design, quand on est vraiment sur du projet, quelque chose d'une insécurité qui peut devenir très vite angoissante.
Mais on oppose le réel. On pose le réel, et alors pour moi, il y a toujours aussi justement une idée de la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a quand même temporairement une certaine satisfaction à avoir abouti à un argument, à avoir établi un concept qui paraît pour l'instant assez solide pour qu'on puisse construire quelque chose dessus. Après, ça risque de il y a les deux. Mais il y a cette dynamique absolument. Il y a les deux, il y a la satisfaction sur le moment, mais il y a aussi de grands moments où on se remet en question. Par exemple, pour François Laruelle, ça a été plusieurs AVC. Par exemple, à la Bibliothèque nationale, relevant de son travail, et se disant, ça peut être complètement... ça peut s'effondrer. Oui, c'est ça, mais ça peut s'effondrer. Tout à fait, mais bien sûr, il y a un vertige énorme. Oui, absolument. Absolument. C'est bon. Alors, dans les types d'expérimentation, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Et peut-être il y en a bien d'autres. Celle que je pratique, c'est d'une part les fictions, qui sont un passage d'un point du réel à un autre point du réel, et non pas un éloignement du réel, comme on le dit souvent. On passe d'un point à un autre, et ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'ouvrir de nouveaux espaces où, je l'ai beaucoup pratiqué dans des cours qui étaient très interdisciplinaires, où chacun peut poser sa façon de faire. Et puis d'autre part, des textes expérimentaux. Alors, on part d'affirmations qui vous sont données, etc. Par exemple, Deleuze est incompatible avec la philosophie analytique. Et puis on analyse ça en hypothèse, jusqu'à ce que ça nous donne des solutions autres que celles qu'on a au départ. Et pour parler d'analyse, je dirais que chez Russell, l'analyse bien menée, elle conduit toujours à quelque chose d'étrange. C'est fondamental. C'est fondamental. D'étrange dans le sens où, sur le moment, tu sais plus si le résultat est vraiment est vrai ou pas. Pardon. Voilà. Bon, on peut continuer. Alors, pour les fictions, on peut reprendre l'idée d'Anir, qui est l'idée média cross-culture. Je crois bien quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Je crois que... Et moi j'ajoute sous-culture, bien sûr. Comme tu connais moi. Un peu sur le modèle C cross KK de Atwell. Alors, si l'on prend la philosophie pour un média, alors la philosophie, les fictions... Oui, je vois que Yvan lève la main. Vas-y Yvan, vas-y. Oui, alors, merci de me donner la parole. J'ai juste une réflexion qui m'a traversée en entendant Pierre nous parler de l'angoisse des étudiants, qui est bien compréhensible. Et je me demandais, en fait, mais peut-être que c'est une réflexion qu'on pourra avoir aussi à la fin et basculer dans la discussion à travers ça. J'ai l'impression pour moi que, précisément, le travail du designer, précisément, c'est de fabriquer du concret, c'est-à-dire de trouver le moyen de transformer ce sable qui était évoqué là, cette espèce de matière qui fuit, qui glisse, qu'on n'arrive pas à saisir, de trouver le moyen de la saisir, de la solidifier. Dans la construction, on a trouvé le moyen de la solidifier avec le ciment et l'eau pour faire du béton. C'est ça qu'on appelle du concret. Et j'ai le sentiment pour moi que précisément le designer, il doit trouver le moyen de transformer cette angoisse en une espèce en une forme abstraite ou concrète, mais le concret n'étant pas du tout opposé à l'abstrait. Une forme en tout cas qui permette de la saisir et de l'appréhender. Toujours dans une logique qui serait temporaire, enfin pour un moment, toujours dans cette forme de, c'est pas vraiment une stabilité, mais c'est ce moment-là, c'est pendant un moment, c'est-à-dire que de toute façon, soit
du point de vue, mais ça aussi c'est intéressant, du point de vue de la pratique du design, je pense que cette temporalité elle est très courte, parce qu'au moment même du rendu, on sait déjà ce qui aurait pu être meilleur, ou comment ça aurait pu être adressé de façon différente, parce que cette incertitude elle a parcouru le projet. Et au point de vue des gens, des personnes, enfin oui, voilà, de la réception en fait d'un projet, j'imagine, mais là je vois on est en plus Rudy est ici, donc peut-être qu'il faudra aussi partager cette expérience au niveau beaucoup plus concrète, parce que moi l'expérience est quand même beaucoup plus au niveau académique. Il y a de toute façon, même si on propose une solution, un rendu de design qui paraît pertinent, percutant et complètement acceptable, on sait bien que un moment ou un autre plus tard, on va en découvrir les limites et qu'il va falloir revenir pour améliorer l'arrangement matériel, pour l'arrangement organisationnel de ce que l'on a proposé. Donc il y a déjà, au moment où la chose est rendue, une attente, alors pour le coup presque une certaine, on est certain qu'il va falloir ça va revenir dans une forme de demande à être redesigné ou à être revisité ou à être réinterprété de toute façon. Donc même dans le rendu qui a l'air d'être final, parce que c'est bien le terme qui moi m'a toujours dérangé, faire un rendu final à la fin d'un semestre, ça m'a toujours dérangé, mais le rendu final il est loin d'être final, quoi. C'est une étape, c'est un moment, c'est un milestone, je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est un moment où effectivement il faut être convaincant, mais en fait être convaincant, parfois montrer justement l'incertitude dans le rendu est un moyen d'être convaincant, puisqu'en fait on montre une certaine maturité, une réflexion à ce qui est, et qu'on propose peut-être la meilleure possibilité au moment où on la rend, et pas la perfection. Enfin, il y a ce jeu entre ce qui est mieux pour l'instant et puis ce qui est le mieux, qui est vraiment quelque chose d'autre. Donc il y a vraiment un jeu là, je pense. Alors un peu alors moi je pense que c'est la partie marketing c'est mon interprétation personnelle, mais la partie marketing du design qui fait qu'on veut rendre quelque chose de parfait et voilà, alors que dans la pratique du design on s'en rend compte qu'on n'est jamais dans un moment de perfection, on est dans un moment de quelque chose d'utile, quelque chose de bon beau ou bon à travers la façon dont ça va être utilisé, de betterment, je sais pas, d'avancement, d'amélioration, voilà, d'un arrangement ou d'une situation ou d'une expérience, etc. Mais en fait, on n'est jamais, et bien heureux pour nous, on n'a jamais fini. Mais peut-être que c'est là justement que la notion de concret peut être aussi utile pour pas sombrer dans l'angoisse. C'est-à-dire que si on considère que le concret c'est effectivement ce qui sert à croître ou ce qui croît, on est obligé d'accepter que les imperfections sont nécessaires. Il y a besoin de stabiliser des moments imparfaits qui vont permettre à la suite d'émerger, c'est-à-dire le fait de continuer de croître en permanence. Une forme n'est jamais parfaite, mais les imperfections sont nécessaires à la continuation. C'est un peu un horizon qui ne serait jamais atteint, mais chaque étape dans la direction de l'horizon est nécessaire. Oui. Il y a la même chose dans la philosophie japonaise. Rudy, vas-y. Bien sûr. Alors, je crois que si je peux un peu justement élargir un tout petit peu cette question de l'insatisfaction, je dirais que l'insatisfaction, elle est déjà à la base dans la volonté de transformer. Le design, c'est quand même un acte qui consiste à dire il y a à la base quelque chose que l'on veut changer, que l'on veut améliorer, et puis ensuite il y a la modestie. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce qu'on souhaiterait transformer, on n'est pas capable de faire comme simple designer. Donc il y a une sorte d'écart entre d'une part la volonté je dirais presque civique et presque citoyenne de transformer le monde,
Et puis cette réalité du designer qui ne peut être qu'une petite mouche au milieu d'un processus hyper complexe. Et bien entendu, l'insatisfaction, elle vient aussi à ce moment-là, c'est-à-dire même si on pense le processus, même si on pense que ce que l'on apporte ne sera jamais fini et que peut-être qu'il enclenchera aussi d'autres envies de transformation, voilà. Donc il y a un écart entre la volonté et la réalité de ce que l'on sait dessiner. Oh oui, bien sûr. Ça arrive un peu à l'anthropologie. Alors on a eu cette discussion, je crois, à la première session, un peu l'anthropologie du design en disant c'est l'espace qu'on donne aussi aux gens d'être alors créatifs, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais d'être capables de la transformation par leurs propres moyens. Et que le design, en fait, propose une transformation, mais qui permet la transformation ou l'appropriation, moi c'est le terme que j'utilise, mais en fait c'est en d'autres formes. Je crois qu'on avait aussi cette discussion, on m'avait dit la dernière fois, de laisser en fait aux gens qui vont interagir avec ce qui est offert par le design, mais je pense qu'il y a la même chose en philosophie, je pense qu'on peut faire le même, d'une réinterprétation et donc d'une capacité de créer, d'arranger et de créer, de transformer cet environnement. Et donc s'il y a une certitude qui est livrée, si par magie, parce que là ce sera de la magie, il y a une certitude qui est livrée à la fin comme rendu d'un design, en fait ça bloque, puisque cette chose rendue est parfaite, ça bloque toute possibilité de transformation. Donc on est en fait on détourne l'humain de sa capacité, une de ses capacités essentielles, qui est d'être créatif et d'être capable d'adapter le milieu dans lequel il vit pour un certain projet. Ce qui est important là, je pense, dans ce qui est discuté, c'est qu'il y a des dimensions, on va dire quasiment de gestion, de management. Tout à fait. C'est-à-dire comment mettre en place des moments de stabilité, etc. Donc il y a des questions très concrètes pour les organisations et pour les designers. Oui, bien entendu. D'une part, mais il y a d'autre part, et ça je pense que c'est aussi ça qui permet de sortir, on va dire, du management du design, quoi. En fait, les opérations que Anne-Françoise nous propose de faire. C'est-à-dire que si, encore une fois, on se place sur... on se représente les différents éléments satisfaisants ou insatisfaisants qui reviennent à une espèce de psychologie du design. Et là, si on se dit, mais en fait, le design, c'est un ensemble, comment est-ce que certaines variables peuvent évoluer, comment certaines disciplines peuvent sous-déterminer d'autres, comment... là, on le voit presque presque de façon plus plastique, on va dire, oui, que psychologique. Je pense que moi, une des difficultés que j'ai eues longtemps par rapport à la conception, c'est qu'en ayant étudié beaucoup la littérature, moi, cet écart, à la fois cette présence dans le réel et cet écart par rapport au réel, pour moi, il faisait complètement sens. C'est-à-dire, je n'avais même pas besoin de me poser la question. Donc, en fait, je n'ai pas compris les discours qu'il y avait sur il faut être absolument collé au réel, représenter le réel, faire des enquêtes sur le réel, machin. On est ultra positiviste et donc, on verrouille. Et en même temps, le fait qu'en littérature, on parle toujours évidemment du réel, mais sous un certain angle. Et je pense qu'en fait, c'est le lien qu'on a trouvé avec la philosophie. Et je pense que du coup, ce qui devient intéressant, ce sont les opérations qui permettent justement de transformer certains éléments, de parler ou de représenter ou de prendre certains de ces éléments du réel. Et ensuite les opérations qui permettent de composer à l'intérieur. C'est-à-dire que ce que propose Anne-Françoise, c'est de se dire maintenant on va regarder réel, philosophie, concept, machin, et tout ça, ça va devenir des variables, et donc on va faire des opérations là-dedans, quoi. Moi je pense que c'est ça que ça nous engage à faire. Au-delà, je dis pas que la psychologie n'est pas présente, ni le management, mais presque plus comme une espèce de surface cognitive, quoi. À la fois très... Plutôt que satisfaction, etc. Moi, je parlerais de foi sans objet. Ça, c'est parce qu'on a une petite discussion toutes les deux aussi. Spirituelle. Sans objet. Voilà. Alors, je dirais que d'une certaine façon, dans la culture, la philosophie devient concrète
du moment où elle s'allie avec quelque chose qui le porte. Alors là, du coup, on voit quelque chose de la philosophie. C'est toi. Voilà. Alors, pour les textes expérimentaux, reprenons aussi l'idée d'Annie. C'est trop gentil. Dans les textes expérimentaux, la philosophie se conjugue avec d'autres disciplines. C'est une façon pour la philosophie de devenir concrète au travers d'autres sciences. C'est au travers Alors, où se cache le design? Pour la philosophie, évidemment, dans le rapport à la culture et aux autres disciplines. On connaît certains de ces rapports au travers de philosophie, mais le design permet de généraliser cette connaissance. En général, si vous voulez, on a l'idée qu'on a une philosophie de la science, une philosophie de la technique, une philosophie... Non, pas de l'éthique. Là, il y a un autre problème. Philosophie de, etc. Et du coup, on a un chemin qui est tout fait. Que j'analyse un petit peu dans l'âge de l'épistémologie. Tandis que si on prend le design, ben évidemment, le design va épaissir cela et donner, comment dire, d'une certaine façon, une surface de trajectoire possible. C'est très, très important. Alors pour cela, la décomposition de la philosophie par le terrain est essentielle. Si on la donne comme ça, comme un objet fixe, le design ne peut rien. Et ça permet de défaire les chemins les plus battus pour en rechercher d'autres. Alors là, il y a une fonction du design par rapport à la philosophie qui est tout à fait fondamentale. Qu'est-ce que tu appelles le design permet de généraliser cette connaissance? Justement, parce que si tu veux, dans les situations réelles, dans les textes, si tu regardes les textes, tu as en général un chemin. Par exemple, pour la philosophie des sciences, tu as l'idée que la philosophie peut avoir des concepts qui recouvrent les concepts scientifiques. Okay. Et que d'une certaine façon, ça va de soi. Ça, c'est une solution. Mais ce que permet le design, c'est de se dire, on suppose que ça n'est qu'une solution, qu'une seule, un peu comme la certitude que tu développais tout à l'heure. On imagine une surface avec une quantité de solutions possibles, et on permet de modifier ces choses-là. Donc, on en verra quelques effets dans la suite. Alors, justement, l'illusion de la philosophie de. Le de produit une sorte de déformation des rapports de la philosophie aux autres disciplines. Avec des artistes, il y a Alice Lucy Recab, Benoît Maire. Avec tous, j'ai écrit quelque chose. Avec Alice Lucy Recab, avec Benoît Maire, avec Yvon Liovi-Kebel, dont je parlerai plus tard, et avec l'aide de Robin McKay, qui est à Londres, et de Patricia Reed, qui est à Berlin, nous pratiquons plutôt art-philosophie ou philosophie-art. C'est-à-dire que l'art ou la philosophie peuvent être un opérateur pour l'autre. Si je fais une philosophie de l'art, qu'est-ce que je vais dire à Yvon ou à Benoît Maire? J'aurai à la fois des commentaires, je sais pas dont on ne sait pas du tout la nécessité, et puis des paroles qui resteraient strictement philosophiques à l'intérieur d'une philosophie. Donc plutôt chercher à articuler les disciplines comme des opérateurs. Voilà. Le de est donc remplacé par un design des rapports entre disciplines. Voilà. Alors l'idée de modèle et de discipline sous-déterminante, ça évidemment s'est développé dans l'épistémologie générique avec Muriel. Une philosophie peut être sous-déterminante pour une autre philosophie, mais aussi pour une autre discipline. Et inversement, à certains déplacements près, ça veut dire que évidemment ce sera plus exactement les mêmes aspects des disciplines et des philosophies qui seront utilisés. À certains déplacements près, vous savez, c'est une expression tellement aimée par Jacques Derrida. Voilà. Une philosophie peut-elle être un modèle pour une autre, comme une géométrie peut être un modèle pour une autre. Au moment des géométries non euclidiennes, on a beaucoup réfléchi à ça. Un modèle générique, est-ce qu'il y aurait un modèle générique de la philosophie qui, sous certaines contraintes, permette d'en inventer d'autres? Par exemple, par forcing, comme fait Hatchuel. Alors, cela nécessite des espaces et des lieux.
On ne peut pas le faire directement. Il faut construire ce qui permet de respirer. Alors, Yvan, je vais parler de toi. C'est-à-dire que je te cite, tout simplement, dans le livre Topographie discrète. Alors voilà ce que tu as écrit. Voilà ce que tu as écrit. Soit un commun égale X. Ça, c'est un thème pour le séminaire. Hein. Le commun. Le commun égale X. Ouais. Moi, je veux bien, une fois, faire une séance sur le commun égale X dans le design. Ça, je pense que c'est très important parce que ça recoupe des discussions qu'on avait tout à l'heure justement avec Cynthia Fleury et avec Antoine Fenoglio sur ça veut dire quoi disons des dispositifs démocratiques. Ouais. Et c'est d'actualité. Absolument. Soit un commun égale X. De ce lieu, des matérialités originales pourront émerger qui ne cherchent pas absolument leur point d'ancrage dans telle ou telle discipline. Leur projet consiste donc à théoriser une topographie de l'autre espace où se rejoindront les différentes matérialités. Ce lieu particulier est délicat, incertain dans ses contours, en équilibre toujours précaire. Un équilibre toujours précaire. Ça, c'est une chose que Yvan développe aussi en pouvant mettre en rapport des artistes tout à fait contemporains avec par exemple Moïse de Michel-Ange. On n'arrive pas à voir, comme dit Freud, si Moïse est en train de s'asseoir ou en train de se lever. Donc la statue est tout le temps en train de bouger, un équilibre instable. Et pourtant, c'est du marbre. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ah, Yvan, est-ce que tu aurais quelque chose à dire là? Certainement, mais sur quoi? Ah ben. Quelque chose que tu poses sur un lieu. Dont on puisse... Ouais. Oui, alors peut-être je peux revenir sur ce que tu viens de lire là. C'est-à-dire que ce que Anne-Françoise vient de lire, ça fait partie la petite note d'intention que j'ai rédigée pour ce livre qu'on a écrit ensemble, qui se trouve au début du livre. Et l'idée, c'était de créer ce lieu justement qui soit discret, sur lequel les différentes matérialités qu'on introduit, chacun de notre côté, puissent retomber et se stabiliser sans être ressaisis dans un espace connu qui serait celui de l'art ou de la philosophie. Et pour ça, la solution qu'on a trouvée, qui est une pure solution de design, c'est 2 colonnes. La colonne de gauche est prise en charge par Anne-Françoise, la colonne de droite, c'est moi qui l'écris. Et entre deux, un espace. Et alors, ça crée des dynamiques de lecture possibles différentes, parce qu'on peut lire le livre soit de différentes manières. On peut soit lire d'abord que la colonne de gauche ou que la colonne de droite, ou on peut passer de la colonne de gauche à la colonne de droite. On peut lire la colonne de gauche sur un chapitre et ensuite revenir en arrière et lire la colonne de droite. Et ces différents sens de lecture, ces différentes manières de rentrer dans le texte provoquent une espèce d'espace imaginaire, à la fois commun à tous les lecteurs, mais à la fois discret, puisque singulier pour chaque lecteur, et qui, on l'espère en tout cas, permet de générer des matérialités qui soient nouvelles, qui soient ni celles de l'art, ni celles de la philosophie. Moi, ce que je trouve très intéressant là, dans ce que tu expliques, Yvan, c'est une difficulté que moi j'ai vraiment eue aussi, c'était de dire, mais en fait, quand on parle de design, on parle souvent de projet. Donc en fait, on est dans l'idée d'une chronologie d'activité, ce qui est évidemment vrai, hein, je veux dire, on ne va pas nier ça, mais en fait, du coup, on perd complètement la notion de composition. Ouais. Et cette notion de composition, donc, qui revient sur un lieu, sur un espace, sur toutes ces métaphores qui nous forcent à dire, en fait, le design n'est pas nécessairement un projet avec toutes ces étapes bien définies ou même itératives. Juste un jet, comme dirait. Peut-être un jet, comme dirait, ouais, c'est vrai, comme dirait François. Ouais. Alors, donc, mais
mais de se focaliser aussi, en tout cas dans la recherche, et puis aussi pour encourager et soutenir en fait les designers qui vont revendiquer cette géographie du design plutôt que sa chronologie, quoi. Et ça, je trouve que c'est très difficile à faire accepter, en particulier parce qu'on est tous dans des environnements industriels. Ça a été le même problème pour le cinéma, au final, qui était de dire, bon bah voilà, je vais vous faire le scénario, j'ai le pitch, j'ai le scénario, ensuite je fais éventuellement un storyboard pour être sûr de savoir où les caméras vont se poser à tel moment, machin. Ça devient une production industrielle, mais qui, à mon sens, ne remet jamais totalement en cause le fait qu'il y a de la composition au sens d'espace à composer. Et donc là, ce que vous décrivez, c'est des espaces de composition qui restent le plus possible ouverts, quoi. C'est-à-dire qui permettent c'est un peu le travail aussi que toi tu avais fait, Pierre, dans ton HDR. C'est ça. Mais c'est tellement la partie là que j'ai eu le plus de mal à écrire que sur le lieu, en fait, la philosophie japonaise, le bas, le lieu, qui est le lieu en fait le lieu des concepts, ou le lieu des où l'autodétermination, donc les significations émergent. Donc c'est tout à fait cette idée-là. Alors c'est vraiment représenté comme un lieu, c'est explicité comme un lieu. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans une philosophie plus ancienne, c'est pas une philosophie à l'époque, mais Dogen, donc le 14e siècle, le moment d'existence des choses, c'est aussi un lieu. Oui. C'est l'ici et maintenant, c'est aussi ici. Et cette idée de temporalité est toujours, alors elle n'est pas située comme on en parle habituellement en design, parce que elle peut être, c'est l'ensemble des ici et maintenant font partie de l'ici et maintenant, donc en fait il y a cette idée que le point accueille l'ensemble, le néant universel, donc l'ensemble universel, Zetaimul, le néant universel. Mais il n'y a pas de temporalité sans lieu, et tout ce qui a un moment d'existence a aussi un lieu d'existence. Et donc cette relation ne se décroche pas l'une. Tout à fait. On ne sépare pas le temps et l'espace. Oui, c'est juste. Et donc la temporalité et la présence dans un certain espace, que ce soit un espace, pour le cas, alors peut-être le terme est absolument mal utilisé là, l'espace concret ou l'espace conceptuel, l'espace de vécu ou l'espace conceptuel. Oui, ça dépend comment on rapproche l'empirique et le concept. En fait, la ligne de séparation peut être elle-même, comme chez Nietzsche ou certaines philosophies orientales, réellement ce qui fait la philosophie, la confusion des deux. Voilà. C'est où ? C'est ici. Alors, le travail interdisciplinaire de la philosophie avec les autres disciplines. Ça demande la création d'espace et de lieu, d'accord ? Peut-être est-ce là le travail principal du design concernant la philosophie. Sans un tel espace, l'interdisciplinarité est trop étroite. Il n'y a pas de générique. La collaboration ne donne que des résultats partiels. Par exemple, je peux donner un exemple. Par exemple, travaillons sur la croissance des végétaux, sur les arbres, sur les choux, etc. Si vous mettez ensemble et vous dites, voilà, il y a un spécialiste qui va vous dire à quelle vitesse va monter le chou, etc. Et puis qu'un autre donne aussi des informations positivistes sur la terre, ou sur l'air, ou sur etc. Bon. Au fond, très vite, ça s'arrête. Ce qui est intéressant dans le travail interdisciplinaire, c'est de développer son non-savoir. Ça va avec les objets intégratifs. C'est-à-dire, si je suis devant un neurologue, je sais que je ne vais pas le comprendre. Mais je fais quelque chose de très positif de cette non-compréhension. Très positif, c'est-à-dire que je réécris ce que j'avais préparé avec l'épaisseur de cette non-compréhension, etc. Et c'est normal qu'on ne se comprenne pas. Parce que les biologistes ont des valeurs, mais quand les philosophes écoutent, ils éclatent de rire.
parce qu'on voit que c'est certaines valeurs comme ça qui partent, etc. Bon, chacun peut éclater de rire. Mais au fond, ce rire, il faut le transformer en non-savoir. Je souris en fait parce que ça me rappelle... Alors, j'ai commencé un DEA qui n'a jamais fini. Et en fait, alors de façon beaucoup plus naïve, ce qui m'intéressait c'était l'interdisciplinarité en design. Et de façon beaucoup plus naïve, en fait j'avais posé l'hypothèse de départ, c'était, mais en fait quand on doit faire appel à de l'interdisciplinarité, donc à des disciplines autres que la mienne, c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. Comment je vais pouvoir poser une question à quelqu'un pour l'attirer dans ce projet? Donc comment si j'ai besoin du savoir de l'autre, comment je vais pouvoir l'attirer puisque je ne sais pas formuler une question qui peut le voilà. Alors moi j'avais fait toute une étude en fait où on essayait de décrire l'ensemble du contexte de la problématique ou du problème de design et on espérait que dans ce contexte-là il y ait quelque chose qui intéresse les disciplines. Donc on les attirait par une contextualisation, par la description du contexte dans lequel la problématique s'est posée. Oui, c'est pas mal. C'est mieux que de le faire par le simple accord des mots. Comme on le fait souvent, question en temps par corrosion, question en temps de... Après, j'étais dans une école d'ingénieur. Oui, bien sûr. C'est aussi expliqué. L'un explique l'autre aussi. Bien sûr, bien sûr. Il fallait un outil. Voilà. Donc, interdisciplinarité trop étroite. Non. Il faut l'éviter. C'est pour ça que Muriel et moi, on parle plutôt d'interdiscipline. On ne parle pas de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité. On parle d'interdiscipline justement parce que on estime que ces méthodes sont d'une certaine façon trop étroites. Elles arrivent trop vite à leur but, d'une certaine façon. Alors, par exemple, justement, l'idée des topoi et des catégories permet de poser les choses dans un lieu. Et puis, je signale que la thèse de François Laruelle sera publiée cette année, dans la même édition que les scripts philosophiques, et ça s'appelle « Économie générale des effets d'être ». Et alors, il remplace les identités philosophiques par des topoi, sans connaître d'ailleurs la théorie de Reyes ou celle de Grothendieck. Il était tout jeune à ce moment-là. Et on n'a que des topoi et des processus. Alors, le concret en philosophie. La philosophie devient concrète au travers d'autres disciplines et d'autres pratiques. En isolation, elle reste abstraite. Et d'une certaine façon, c'est son devoir de le rester. Sinon, elle se confond à l'empirique et perd ses dimensions. En tant qu'opérateur sur d'autres disciplines et pratiques, elle devient aussi discrète, dans les deux sens du terme. Conséquence finale. Pour connaître la philosophie, la considérer dans ses rapports avec les concepts et les principes d'une autre discipline. Si vous voulez, dans la tradition philosophique, quand un philosophe essaye de définir la philosophie, il crée une autre philosophie. Donc, on n'avait pas de savoir théorique général sur la philosophie. Et l'idée de François Laruelle, ça a été de mettre une autre discipline pour connaître la philosophie. Voilà. Alors pour ça, il y a toutes sortes de méthodes, il y a le design, les matrices, qui peuvent être aussi une affaire de design d'ailleurs. Avec Alice Lucie Recab, j'ai beaucoup développé les matrices. On a dans un papier, dans un livre qui s'appelle Art Disarming Philosophy, qui a été publié par Stephen Shakespeare. Voilà, Art Disarming Philosophy. Voilà. Alors, et puis d'autre part, pour une philosophie discrète, non réservée aux mâles blancs, aux occidentaux, etc. Alors on a pensé à une plateforme, Muriel et moi, qui prend les mêmes structures que l'épistémologie générique, mais on en fait une plateforme pour inviter à contribuer à ceux qui le désirent, qui peuvent déposer des textes à condition qu'ils soient discrets, qu'ils ne provoquent pas les autres, etc. Mais j'aimerais maintenant, pour compléter l'exposé, parler avec Yvan du concret dans l'art. Parce qu'au fond, ce qui est concret dans l'art, c'est pas du tout ce qui est concret dans la philosophie. Ou du moins, c'est peut-être différent. Il y avait une autre slide. Il y a le PowerPoint, il y a une autre slide. Je vais revenir. Non. Ah oui, alors comme fin,
je mets une chose qui a été faite pour une conférence de Gerhard Heitzmann, une photo de Poincaré, qui est aussi un de mes dadas, hein, un de mes bons dadas. Alors là, Poincaré écrit une lettre à sa mère. Il a écrit beaucoup à sa mère, à sa sœur, Il était très famille, hein, très très famille. Et alors là, vous voyez un graphe. Ce graphe, c'est l'évolution de son rhume expliqué à sa mère. Voilà. Wow. Et Galison, Peter Galison, a fait un très beau livre sur les horloges chez Einstein et les graphes chez Poincaré. Voilà, quand il écrit à sa mère. C'est pas mal. Ça me donne des idées. Ça me donne des idées, voilà. Voilà, la fin. Mais j'aimerais bien, au fond, que, comme complément de cet exposé, Yvan parle un peu du concret en art et des liens que pourrait mettre l'idée de concret, ce qui a été fait là, des liens entre des types d'art extrêmement différents, qui peuvent être reliés grâce à l'idée de concret dont tu m'avais parlé. Oui, alors, mais je pense que là, ce qui est quand même important de faire, pour commencer, si on parle de concret en art, d'abord, il y a une chose, je pense, qui est vraiment intéressante, c'est que il y a, dans la conception que fait Anne-Françoise Schmitt du concret, il y a quelque chose qu'on trouve absolument en art, c'est le fait que le concret n'est pas du tout opposable à l'abstrait, ce que dans le langage courant on a tendance à faire. Au contraire, le concret, c'est une façon de préserver l'abstraction ou même voire de la renforcer. Et ça, on le voit très bien dans l'art. Il y a un courant artistique du début du XXe siècle qui s'est appelé art concret et qui était une façon affirmée pour les artistes de ce courant de faire un pas de plus dans l'abstraction, de détacher l'abstraction du mysticisme ou de notions comme ça un peu ésotériques pour vraiment se concentrer sur la forme pure. Une façon de créer des formes, des tableaux complètement détachés de la réalité, des sortes de réalités discrètes qui vivraient pour elles-mêmes et qui n'ont plus aucun lien avec la réalité extérieure au tableau. Une façon de vraiment affirmer l'autonomie complète de l'image par rapport au monde. Et puis... sans dépolitiser pourtant. Si on regarde Richard Paulos, hein, c'est... Tout à fait. Hein? Tout à fait. Mais disons, du point de vue formel, c'était une façon d'affirmer vraiment l'autonomie de l'image. Encore de manière plus forte que ce qu'avaient fait les premiers abstraits. Et puis, alors ça c'est la première chose, c'est de lier abstrait et concret au lieu de les opposer. Ce qui m'a interrogé quand j'ai réfléchi à ça pour commencer, quand j'ai commencé à m'interroger là-dessus, parce qu'Anne-Françoise me l'avait demandé, c'était de me dire si dans sa conception, le concret nécessite un point d'extériorité. Il faut un point d'extériorité, c'est l'amalgame d'éléments hétérogènes qui permet de produire une nouvelle matérialité. Et ça, je pense que c'est fondamental, qu'il ne faut pas le perdre de vue, et que c'est ça qu'on peut utiliser quasiment comme outil pour évaluer des œuvres et justement tisser des liens entre des œuvres qui, a priori, n'en ont pas directement. Et moi, je me suis quand même interrogé sur l'art concret qui, au compte, affirme son autonomie, où se trouve le point d'extériorité dans un tableau concret. Et en fait, le point d'extériorité, il est évident, le point d'extériorité, c'est le spectateur. Le point d'extériorité, c'est le spectateur qui se trouve dans le monde extérieur au tableau et qui
par sa vision, rend le tableau absolument concret. Donc ça, c'était le premier point. Et puis ensuite, justement, j'ai essayé de trouver des exemples dans l'art d'œuvres où je reconnaissais une forme de concret. Et un des premiers exemples qui m'est venu en tête, c'est une série de photographies du duo d'artistes Fischli et Weiss. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un duo d'artistes suisses qui, au milieu des années 80, a fait une série de photographies d'objets en équilibre qui s'appelle Équilibre, justement, ou Stiller Nachmittag, les après-midi tranquilles. Il y avait 2 titres. Et alors, j'ai un petit livre ici, j'ai le livre sous les yeux, donc il y a c'est des espèces de constructions comme ça, hyper précaires, totalement hétérogènes, qui ont pour leur seule raison d'être ensemble à ces objets, c'est que mis ensemble, ils créent pour un moment très court un équilibre. Un équilibre tellement précaire qu'on voit déjà dans l'image, on sent déjà le moment du collapse arriver. Et donc il y a dans cette image statique presque déjà une espèce de dynamique qui se crée, puisqu'on pense saisir l'effondrement à venir. Et ça, de nouveau, ça m'a fait faire un lien avec l'effort des sculpteurs et peintres de la Renaissance, qui, à travers ce qu'ils ont appelé la ligne serpentine, la linea serpentinata, ont essayé d'introduire dans la forme statique le mouvement. C'est ce dont parlait par exemple Anne-Françoise tout à l'heure en parlant du Moïse de Michel-Ange, qui est dans une espèce on le sent en mouvement, mais on est incapable de dire s'il est en train de se lever de colère ou de s'asseoir de désespoir. Les deux dynamiques à la fois coexistent et s'excluent. Et ça, c'est aussi quelque chose que François Laruelle a beaucoup traité dans sa façon dont il a reconnu la ligne serpentine chez Ravesson. Et alors là, Anne-Françoise pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais j'ai l'impression que chez lui aussi, la ligne serpentine a besoin d'avoir a besoin d'un extérieur, au fond, de se développer dans une nouvelle dimension, et donc a besoin d'une dimension extérieure à elle-même pour pouvoir se développer. Donc voilà, je pense que tout ça, il n'y a pas de... J'en construis pour le moment rien de vraiment solide. Ce sont un peu des hypothèses, ce sont un peu des idées, des points qui me permettent de relier à la fois des concepts et à la fois des œuvres qui, a priori, n'ont pas de raison d'être mises ensemble. Et je pense que le concret est un outil assez puissant pour ça. Mais c'est une hypothèse. Super. C'est vrai que la linea serpentinata est très importante. Elle a été déplacée de l'art. Hein, c'est une idée à la fois une idée d'artiste chez Michel-Ange. Hein, si on regarde le Jugement dernier c'est un mouvement constant, hein, comme ça. Hein. C'est pas du tout du Raphaël qui est posé, etc. Hein. C'est un mouvement absolument constant. Et cette idée de ligne serpentine, elle s'est retrouvée en philosophie grâce surtout à Ravesson, qui l'a repéré dans la sculpture antique. Et ça a été réexaminé sous toutes sortes de formes. Par exemple, il y a un très beau livre d'un homme qui travaille à
à l'HESS qui s'appelle Giovanni Carreri, qui a écrit un livre qui s'appelle le truc des ancêtres, comment ça s'appelle? Juifs et chrétiens dans la chapelle Sixtine. Le truc des ancêtres. Il y a un mot, il faut regarder sur un téléphone, là, Giovanni Carreri. Et alors, il montre comment, Carreri montre de façon magnifique, c'est un très beau livre sur la chapelle Sixtine, le rapport entre ce mouvement et la fixité des portraits des Juifs. C'est dans la chapelle Sixtine. Giovanni Carreri. Attends, j'arrive. Non, c'est la torpeur des ancêtres, voilà. La torpeur des ancêtres, juifs et chrétiens à la chapelle Sixtine. C'est un très très beau livre. Et alors, cette idée de ligne serpentine, évidemment, elle était là aussi constamment dans mon exposé. Par exemple, l'idée que l'univers est dans le monde et le monde ne s'en aperçoit pas, c'est une sorte de condensation de la ligne serpentine. Et la possibilité de penser quelque chose d'autre que dans le monde où nous sommes est quelque chose qui va avec la ligne serpentine, qui permet de faire une montée en articulant des éléments différents. Par exemple, il y a le générique, il y a la philosophie, il y a le quantique, qui permettent ensemble, avec la ligne serpentine, de faire des montées en généralité. Voilà. Mais c'est toute une construction philosophique. Vous savez, j'ai fait une innovation. Je fais des ateliers de philosophie dans une EHPAD, où est justement mon mari. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Ah mon Dieu. On était sur la ligne serpentine et l'innovation. Tu as fait une innovation parce que Oui, c'est une innovation. Et c'est tout à fait étonnant de voir comment des personnes qui ont vécu 100 ans sans philosophie, tout d'un coup, arrivent à Mais il faut construire des lignes serpentines entre les pratiques qu'elles ont eues et Voilà. Donc, comme Carreri, je donne une très grande importance à l'idée de linea serpentinata. Mais François Laruelle le transpose plutôt que dans la peinture, comme le fait Michel Henry avec Kandinsky, mais dans la musique. Et son dernier livre, Tétralogos, un opéra de philosophie, est une tentative de transformer la philosophie de façon à la rendre musicale. Une sorte de musique sonore, mais qui permet de faire voir l'essence humaine autrement, apaisée par la musique. Ce que je trouve en tout cas intéressant là dans notre discussion, entre plein de choses d'ailleurs, c'est ce que tu dis aussi Yvan, c'est en fait que voilà, on est dans des relations entre voilà, dans des tensions, dans des relations, dans des opérations entre des plans d'existence ou de je sais pas quoi, de réel qui sont aussi bien du coup des concepts, qui sont des structures, qui sont des éléments de notre environnement. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça permet pour le design de se penser justement aussi dans cette articulation entre des plans de réel très différents. Oui. Surtout que, encore une fois, si on reprend la logique du projet, on a une idée, puis on la met en œuvre. Alors après, on a beau dire qu'on va faire de l'itératif, en réalité, c'est peut-être plus dans la tension entre ce que vous disiez tout à l'heure sur l'imperfection, sur... c'est plutôt parce qu'il y a des idées qu'il peut y avoir du matériel. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que cette notion de concret, elle n'est possible finalement que parce qu'on a un point d'extériorité qui est celui des concepts. Mais tout à fait. Voilà. Donc en fait, ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est pas toujours évident à l'école de dire on va mettre de la philosophie dans les écoles de design. Et toi tu dis ok d'accord, c'est pour la culture générale. Et en fait, je me dis que ça peut être autre chose que ça. C'est autre chose, c'est pas la culture générale. Voilà. Il m'avait proposé d'ailleurs de faire un enseignement. Mais absolument, ça tient toujours. Hein. Bon. Si, je te garantis. Mais faut que... Enfin bref. D'accord. Ouais.
Alors moi j'ai une question. En fait, j'essaie de formuler. Ça fait un bout de temps que j'essaie de mettre deux morceaux ensemble là, et visiblement ça marche pas. En fait, j'étais un peu perturbé. C'est le point où la question est venue quand Yvan, tu as donné l'exemple du spectateur comme point d'externalisation, c'est le terme ? Ouais. D'externalisation dans la peinture. Où en fait, il y a quelque chose qui a émergé et j'arrive pas à m'en débarrasser, qui est est-ce que le point d'externalisation peut être créé ? Donc, je pense que oui, dans d'autres cas. Et est-ce qu'il doit être... Et en fait, je reviens à cette idée que on comprend la philosophie par sa relation à d'autres disciplines, à travers d'autres disciplines. Est-ce que... Parce qu'il y a aussi une sous-détermination par une autre philosophie, donc on reste dans la discipline globale qui est la philosophie. Est-ce que le point d'externalisation doit être extradisciplinaire ou pas ? Cette question, je la pose en fait parce que dans le design, on a cette idée que on peut poser peut-être je pense aussi qu'il y a une forme de... Il y a une possibilité de sous-détermination du design par le design. Donc à l'intérieur même de la discipline. Et à ce moment-là, le terme de point d'externalisation me gêne parce qu'en fait, on reste quand même interne à quelque chose qui est le domaine de notre expertise, de notre discipline. Donc je suis encore un peu gêné sur cette sorte de... Je ne sais pas si c'est une typologie, mais de parler d'externalisation quand finalement il peut y avoir une sous-détermination de la philosophie par la philosophie. D'extériorité, pardon. D'extériorité. Mais donc de sous-détermination de la philosophie par la philosophie. Donc on reste dans le domaine de la philosophie. Alors c'est une autre philosophie, hein, donc effectivement il y a cette nécessité de faire ce que j'appelle un pas de côté, un changement de perspective. Alors c'est le terme qu'on avait nous avec Caroline Hoemans, donc aux Pays-Bas, de dire il faut... Alors on parlait soit de changement de point de vue, de changement de perspective, soit de changement de lentille, de focale, qui nous permet de voir la chose de façon différente. Hein, donc c'était peut-être l'appréciation du designer pour la notion d'outil. On essayait de changer les outils pour en fait créer cette... Mais c'est pas encore la même chose. Et j'essaye un peu de voir la différence. L'idée qu'on a un point d'extériorité permet de laisser la liberté des mouvements. Oui. La liberté des mouvements, par exemple, on n'a pas... Je pense par exemple à l'exposition qui avait lieu à Beaubourg de cet artiste qui s'appelle... Bah ça, il y en a eu beaucoup, il y en a eu 50. Donne-moi une petite idée. Ça me reviendra. Pierre Huyghe. Huyghe, voilà. Pierre Huyghe, exactement. Alors, on entre dans cette exposition. Alors, cette exposition, elle est à la fois totale, on est immergé dedans. Hein. Mais on finit par être un élément de cette exposition. Les autres qui viennent nous voient aussi dans cette exposition, avec les animaux, les partitions de musique, etc. etc. Et d'une certaine façon, là, on ne peut faire plus ou moins une synthèse ou une image de ce qu'on a de Pierre Huyghe si on a justement un point d'extériorité. Ça peut être soi-même, ça peut être... Alors là, Yvon parlait du spectateur. Évidemment, le tableau sans spectateur, c'est presque rien. Et ce qui se passe entre l'œil du spectateur et le tableau, tout cet intermédiaire, qu'analyse très bien Yvon, est très important. Tout ça, Yvon l'explique très bien dans la topographie discrète. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou des interrogations? Céline. Ouais, il y a eu plein de choses hyper intéressantes qui ont été dites, puis je remercie Anne-Françoise de sa présentation. Moi, je me posais la question sur la structure de la philosophie. Je reviens vraiment en amont. Parce que vous avez dit qu'il y avait
le concept, enfin, c'est un peu comme une triade, hein. Il y avait le concept, l'a priori, et puis l'empirique. Et non, moi, il y a le concept, l'a priori, m'intéressait. qui sont au même niveau, et puis d'autre part l'empirique. Et leur lien, c'est quelque chose qui n'est ni empirique ni conceptuel, qu'on appelle le transcendantal. Je me posais la question par rapport à l'a priori, qui est ce qui précède l'expérience. Oui. Je me posais la question de son statut par rapport à une philosophie, enfin au concret par rapport à la philosophie. Parce que vous avez dit après que la philosophie, si on voulait réintroduire du concret dans la philosophie, il fallait penser la philosophie comme un objet d'expérience. Est-ce que par là vous entendez que ça voudrait dire que on réinjecte la philosophie dans le présent de l'expérience? Et du coup, je me posais la question du statut de l'a priori, qui était le fait d'être plus en amont de l'expérience. Est-ce que du coup, le statut de l'a priori serait relativisé ou changerait de temporalité, qui serait plus sur un présent de l'expérience? C'est une très très intéressante question. Malgré tout, même si la philosophie devient concrète, liée à une autre discipline, si elle abandonne ses concepts ou son a priori, d'une certaine façon, elle n'est plus philosophie. D'où mon idée d'opérateur. D'utiliser la philosophie comme un opérateur pour l'art, pour la technique, et qui insuffle aussi justement cette idée d'a priori et qui conserve quelque chose de l'a priori. On ne peut pas faire de science sans qu'il y ait quelque a priori, hein, qui peut être une hypothèse, qui peut être un axiome, c'est-à-dire un théorème sans démonstration. Mais bon, c'est juste, comment dire, une sorte de typologie de la philosophie que j'ai donnée là, ou de la philosophie à partir de Kant. Je pense que, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, bien entendu. On peut toujours la reprendre ou l'enrichir, on peut toujours se dire qu'on a des points de fusion entre l'a priori et l'expérience, qu'on a des points de fusion entre le concept et l'empirique. Hein, c'est comme ça que j'ai d'ailleurs qualifié le concret dans les philosophies isolées. Mais lorsqu'on utilise la philosophie comme opérateur, on n'a pas besoin nécessairement au départ de se délester de l'une ou de l'autre des caractéristiques de la philosophie. Il y a Benoît Maire a fait un film sur les objets et les objets d'art qu'il appelle Lettré, mais avec un seul T. C'est pas l'être d'Heidegger, c'est pas la lettre ou le gramme de Derrida. Et les acteurs, il a décidé à Cerisy, en nous entendant dialoguer, que les acteurs seraient François Laruelle et moi. Et là, au fond de ce film, je pense que ce film montre quelque chose du rapport de la philosophie à quelque chose de plus artistique, montre d'une certaine façon le pari qu'il y a là, mais que ça ne supprime pas l'a priori, ça ne supprime pas les hypothèses que fait la philosophie par rapport à l'art. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Yvan? Je suis encore en train de réfléchir, je ne peux pas commenter ça. D'accord. Est-ce que je peux rajouter une couche? Bien Parce sûr. qu'en fait, là on dit qu'il y a l'a priori, il y a l'expérience. Alors, dans tout... Il y a l'empirique. Il y a l'empirique. L'empirique, pardon. Et en fait, il y a une forme
Alors le terme va être très mal choisi, mais par défaut d'en trouver un meilleur, d'une intention, d'une ambition de faire avancer, par exemple, la philosophie, hein, si on questionne la philosophie. Et donc il y a une forme d'anticipation. Oui, il y a une forme donc une forme de projection vers le futur. Parce que je voyais, l'a priori, on le place un peu comme, alors là, comme avant l'expérimentation. Alors, il y a l'expérimentation, mais il y a une intention, donc il y a une anticipation de ce qui peut se passer, ce qui peut être le résultat ou de ce qui peut se passer après l'expérimentation. On ne peut pas faire autrement que ça. Je suis d'accord. Mais alors, quelle place à l'anticipation alors la question, c'est justement de transformer. Parce qu'en design, c'est fondamental. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas une philosophie du futur, non. C'est une future philosophie. Voilà. On est d'accord. Donc on transforme les choses. Et alors, en français, nous avons l'avantage de pouvoir distinguer deux notions. L'avenir et le futur, ce que ne peuvent pas faire les Anglais. L'avenir permet de passer du présent à un temps plus tardif qu'on ne connaît pas encore. Il y a une sorte de continuité avec l'avenir, il y a une sorte de continuité avec le présent. Tandis que le futur n'a pas ça. Le futur est quelque chose comme un scénario qui revient vers le présent. Je connais mon présent par l'effet l'effet de la représentation que j'ai du futur sur mon présent. Ce que je pense, par exemple, de la crise climatique, la façon dont je la prends au sérieux ou pas, etc., aura des effets sur mon présent. C'est ça le problème du futur. Hein, c'est ça le problème du futur, qui n'est pas du tout celui de l'avenir. Et alors, justement, la discussion sur la question du futur, oui, les philosophes et le futur, voilà un livre auquel nous avons participé, François Laruelle et moi, et que je n'ai plus, merci de me le montrer. Voilà, merci de le montrer. Ah bah. Voilà. Les œuvres complètes sont chez moi. Exactement. Ça a été fait en l'honneur de... Voilà, Anne-Lise. Ça a été fait en l'honneur de Gilbert Ottois. Et Gilbert Ottois s'est beaucoup intéressé à la science-fiction. D'où le thème des philosophes et le futur. Et alors justement le problème, comment prendre en acte le futur dans la philosophie? Eh bien, comment introduire en philosophie le concept de futur? Ben, évidemment, ça change un peu les choses. Mais ça ne supprime pas l'a priori. L'a priori permet justement de dire qu'on va parler de future philosophie plutôt que de philosophie du futur. Oui. Alors j'en ai fait une adaptation pour l'épistémologie en essayant de montrer que si l'on introduisait la notion de futur dans l'épistémologie, quelle modification il y aurait? Ça ne supprime pas l'a priori, mais ça l'affecte. Bien sûr, bien entendu, ça l'affecte, bien entendu. Ainsi que l'expérimentation. Mais ainsi que l'expérimentation, ça va de soi, ça l'affecte. Mais je trouve très intéressant en français qu'on ait ces deux mots. C'est souvent très difficile de parler de ce problème avec les anglo-saxons parce qu'ils n'ont pas cette distinction. Donc ils sont obligés de parler du futur en partant de l'idée d'avenir, presque toujours, et il y a un moment de blocage. Comment tu traduirais l'avenir en anglais? Est-ce qu'on pourrait? To become? C'est difficile, hein? Ouais. Difficile de trouver un mot qui corresponde. Rain check. Ouais. Non, je sais pas. De doctorant Hyde. Ouais. Il travaille sur la relation entre le zen et la philosophie. Donc je pense qu'il très bien. Très bien. Très bien, très bien. Ouais. Les amis. Oui, je pense que... Il est 18h59. On est bon. À moins d'une question urgente. Et voilà, je pense qu'on a fini notre...
Voilà, notre rencontre avec Anne-Françoise. Donc c'est bon, vous n'avez pas d'autres remarques, d'autres envies, d'autres... C'est bon. Donc. Voilà, on va conclure. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. C'est tellement stimulant à chaque fois. On en fait une demain si tu veux. On en fait une. D'accord. C'est le commun égale X. Voilà. Ouais, ça a bien servi pour les doctorants. Je peux vous dire que ça sert énormément pour les doctorants. C'est vrai. Ah mais bien sûr. Je suis bien content. Rappelle-toi l'exercice de sous-détermination qu'on a fait pour expliquer en fait quelles étaient leurs problématiques. Ça fonctionne. Ouais, c'est très bien. Absolument. Donc, merci à tous. Donc on mettra les liens. Tu as mentionné plusieurs liens. On les mettra aussi sur la page. Donc je rappelle, c'est share-design.fr. Mets le lien aussi sur le film. Et sur le film, on les mettra aussi. Très bien. Ouais, bonne idée. Et puis voilà. Et puis nous on se retrouve pour ce séminaire ça va être la prochaine session. Je crois que c'est le 18 mai. Une session très importante puisque ça va être la leçon inaugurale. Voilà. De Pierre Lévy au CNAM, qui va donc s'installer dans la fameuse chaire de design Jean Prouvé du CNAM. Alors, malheureusement, je vois que Roy Dibord est parti. Qui est le parrain de la chaire. Donc lui aussi aura 10 minutes d'intervention. D'accord, très bien. Ok. Donc, le 18 mai. Bon, c'est pas 18 mai. Alors, pour ceux qui peuvent être là au CNAM, et puis pour ceux qui ne peuvent pas, il y aura une retransmission live. Très bien. Et je mettrai les informations dès qu'elles sont connues. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup pour les discussions. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enchantée d'avoir fait vos connaissances pour ceux qu'on ne connaissait pas encore. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.